Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Comme promis, on vous parle aujourd'hui du UFC 320. On va commencer rapidement avec les pre-prelims et les prelims. Premièrement, il y a eu beaucoup de combats dans cette carte-là du UFC 320. Ça a vraiment été un bel événement. Donc pour les pre-prelims, le premier combat c'était Veronica Hardy contre Brogan Walker. Ça a été remporté par Hardy par décision. Pour le deuxième combat, Ramiz Brahimaj contre Austin Vanderford qui, depuis son arrivée en UFC, faisait très bien. Malheureusement pour lui, Brahimaj a remporté le combat au round 2 par soumission. Chris Gutierrez qui affrontait Farid Basharat et c'est Basharat qui a remporté le combat par décision. Messi Chiasson contre Yana Kunistiaka, remporté par elle-même par décision, et Punaele Soriano contre Nikolai Veretinakov, remporté par Soriano par décision encore une fois. Donc on voit vraiment que dans cette pre-prelim, il y avait beaucoup plus de victoires par décision, ce qui est quand même assez intéressant. Du côté de la carte préliminaire maintenant, Edmen Shabazian qui affronterait André Muniz et c'est Shabazian qui a remporté le combat par KO ronde 1 à la fin du premier round à 4,58. Pachimix contre Jakub Wiklaz. Pachimix qui avait beaucoup d'attentes envers lui et c'est difficile depuis son arrivée en UFC. Une autre défaite par décision. Ça va être vraiment difficile pour lui. Il va falloir vraiment qu'il remonte la pente rapidement. Sinon, j'ai l'impression que la compagnie va le laisser partir. Daniel Santos qui affrontait Yujo Sang. Et c'est Santos qui a remporté le combat par KO au round numéro 2 à 21 secondes seulement. Et Ateba Gauthier qui affrontait Tristan Vines. Et ça a été remporté au premier round par Ateba Gauthier par KO. Donc pour commencer cette main card de UFC 320, c'était Abus Magomedov qui affrontait Joe Pyfer. Et vraiment, les seuls mots, vraiment, Joe Pyfer a été absolument incroyable. Ça a été une soumission à 1 minute 46 du deuxième round. Et vraiment, Magomedov, moi, personnellement, j'ai été déçu parce que c'est quand même un nom quand même assez connu dans le milieu. Joe Pyfer aussi, qui lui a amélioré sa fiche à 15-3. Donc, est-ce qu'on a été déçu de Magomedov ou c'est vraiment Joe Pyfer qui a vraiment donné une bonne clinique pour commencer cette carte principale de UFC 320? Moi, je pense que Pyfer est arrivé avec l'intention de démontrer qu'il était vraiment là pour accomplir des grandes choses. On se rappelle, quand il est arrivé, Pyfer, il y avait beaucoup de hype sur lui, puis ça a été quand même assez fructueux depuis son arrivée. Il y a eu une défaite contre Jack Hermanson qui a fait mal un peu à Pyfer, mais sinon, je pense que vraiment, contre Abus Magomedov, il a vraiment réussi à montrer qu'il était un combattant, qui était capable d'affronter les meilleurs et de réussir à les battre. Donc, ça va être très intéressant pour Pyfer pour la suite. Moi, je trouve que Joe Pyfer il est juste venu vraiment bien préparé. Il savait qu'il allait se battre contre un Magomedov, donc il est juste venu très bien préparé. Et c'est lui qui l'a soumis aussi. Moi, je pensais que Magomedov, il avait une chance peut-être de le soumettre, mais Joe Pyfer, il est arrivé, puis il l'a soumis de même. Donc vraiment, Pyfer, il a fait une très bonne job. Et Magomedov, malheureusement, c'était sa première défaite depuis le 26 avril. C'était au moins 3 victoires consécutives après cette défaite, malheureusement. C'était 3 victoires consécutives avant cette défaite, malheureusement. Pour ce deuxième combat de UFC 320, c'était Josh Emmett qui affrontait Youssef Zalal. Et ça a vraiment été d'ailleurs une carte principale qui a eu beaucoup de finitions. Un seul match a fini par décision. Ce match-ci a fini avec une victoire. Il y a Youssef Zalal
à 1 minute 38 du premier round avec un armbar. Donc victoire par soumission, ça a vraiment été très simple et efficace. On a à peine eu moins de 5 minutes de combat en 2 matchs, ce qui est assez rare parce que des fois les combats s'attardent beaucoup, mais là ça a vraiment été des finitions très très rapides. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Youssef? Moi, je pense que ça a été une très grosse performance. On savait que c'était un très bon combattant. On l'avait pas vu beaucoup, mais je pense que vraiment, il a montré qu'il était capable d'affronter les légendes de cette division des poids plumes-là, parce qu'on peut dire que Josh Emmett, c'est une légende, surtout à son âge, puis avec ce qu'il réussit à accomplir. Puis du côté de Josh Emmett, je pense qu'il est temps de commencer à penser à peut-être se retirer, parce que vu cette performance-là, c'est extrêmement décevant pour lui. Quelle soumission de Youssef Zalal. Ce gars-là, on le reconnaît par ses soumissions. Il a 5 victoires consécutives. Et dans ces 5 victoires consécutives, c'est 4 par soumission. Donc, vraiment, on le connaît vraiment par ses soumissions. Josh Emmett, d'après moi, il manquait juste un peu de préparation. Mais rendu à son âge, il a quand même 40 ans, je veux dire. Comme Étienne a dit, peut-être qu'il devrait penser à se retirer bientôt parce qu'il y a quand même, je pense, c'est 2 ou 3 défaites consécutives maintenant avec cette défaite. Donc, Youssef Zalal, il a réussi à soumettre une légende. Donc, vraiment, Youssef, comme je dis, on le connaît vraiment pour ses soumissions. Puis Josh Emmett, malheureusement, il est rendu qu'une fiche 19-6. Je penserai bientôt à ma retraite malgré ses belles performances dans le passé. On a été très chanceux dans l'UFC 320. On a eu presque pour les 3 derniers combats, quasiment 3 combats principaux, 3 main events vraiment. Ça a été l'allure vraiment de ce combat-là. Donc le premier, donc le 3e combat de la carte, c'était Jiri Prochazka qui affrontait Khalil Rountree Jr. Et vraiment, Prochazka, ça a été le combat d'ailleurs le plus sanglant, vraiment. Et personnellement, nous, on aime ça. Beaucoup d'action, beaucoup d'action, quoi. Mais Prochazka, vraiment, ça a été vraiment une clinique, je dirais, de boxe pour aller frapper son adversaire, Rountree Jr. Et vraiment, Rountree, au 3e round, à 3 minutes 4, s'est écroulé. Vraiment, Prochazka a donné vraiment toute une performance. Lui qui améliore quand même sa fiche à 32 victoires, 5 et 1. Ce qui est absolument phénoménal pour Prochazka, lui qui est ex-champion, qui avait été battu d'ailleurs par Alex Pereira, qui a été dans le combat principal du UFC 320. Donc vraiment, Prochazka, ça a été encore une fois une clinique. Ça a été vraiment le mot d'ordre pour cette carte principale-là. Ça a été des cliniques pour tous les combattants qui ont gagné leur match. Qu'est-ce qu'on pense maintenant de Prochazka? C'est quoi l'avenir pour Prochazka maintenant? Est-ce qu'on peut lui donner, mettons, une autre chance pour un championnat? Premièrement, quel combattant excellent, ce Prochazka-là. Il combat pas naturellement. Hein. C'est vraiment un style de combat qui pratique étrange, si on peut dire, mais qui fonctionne extrêmement bien. Comme tu as dit, 32 victoires maintenant, overall, depuis qu'il a commencé à combattre. C'est quand même assez exceptionnel. C'est une grosse victoire, premièrement, pour lui face à Rountree. Rountree, malheureusement, il est dans des combats importants, mais il n'est pas capable toujours de réussir à terminer le boulot. Prochazka est capable, lui. Moi, je pense que avec cette performance-là, et ces 2 dernières performances, en fait, celle aussi contre Jamal Hill, je pense que Prochazka mérite une nouvelle chance au titre. Je pense vraiment que c'est lui le prochain sur la liste, et j'ai hâte de voir s'il va être capable, cette fois-ci, de réussir à reprendre sa ceinture. Vraiment, comme on vient de dire, c'était vraiment un très bon combat, ces deux-là. Et moi, d'après moi aussi, je pense que c'était peut-être un combat pour aller vers le titre, justement, parce que Pereira, il vient de le regagner. Donc, ça laisse une autre chance pour Prochazka d'aller vers le title shot. Sinon, Khalil Rountree, honnêtement, il était très bon, mais malheureusement, c'était pas assez. Prochazka, il est juste un peu plus fort, malheureusement. Mais encore une fois, c'était un bon combat, beaucoup de sang. Les deux, ils arrêtaient pas de se frapper. Donc, vraiment intéressant. Puis bravo à Prochazka, je trouve qu'il le mérite. Puis vraiment, à l'extérieur du UFC, c'est vraiment
un bon monsieur aussi. Il se rasait la tête pour la fille pour la fille qui a eu le cancer, etc. C'est un bon homme aussi à l'extérieur du UFC, donc il mérite sa victoire. Pour le co-main event, c'était Merab Dvalishvili qui est le champion des Bantamweight qui affrontait Corey Sandhagen, le challenger. Et vraiment, j'avais l'impression que Corey Sandhagen, c'était quand même un assez bon défi pour lui. Dvalishvili qui est absolument remarquable, vraiment dans la trempe, vraiment des très très bons performeurs de la UFC dans notre ère, si je peux dire comme ça. Mais vraiment, Dvalishvili, ça a été une domination totale. Premièrement, conserve son titre par décision, le seul match par décision, comme j'ai dit tantôt, de la carte principale. Et vraiment, juste pour vous dire, ça a été 20 amenés au sol réussis sur 37. Ce qui est, je sais pas si c'est un record, là, mais vraiment, Dvalishvili, ça a été absolument phénoménal. Ça a été 10 minutes 2 secondes de contrôle en 5 rondes quand même. Donc Sandhagen, ça a été vraiment un défi échoué malheureusement. Lui qui a maintenant un dossier de 18-6, contrairement à Dvalishvili, lui 21-4, absolument débile. Tu parlais, Étienne, tantôt que Prohaska, c'était vraiment un très bon combattant. Je veux dire, Dvalishvili, du côté de contrôle, vraiment, c'est absolument remarquable ce qu'il fait. Donc, conserve son titre. C'est quoi le futur maintenant pour Corey Sandhagen? Mais je vais aussi poser la question pour Dvalishvili, qui, évidemment, ça va être d'affronter son prochain adversaire avec autant de succès que contre Sandhagen. Mais pour Sandhagen, c'est quoi la suite? Premièrement, ça a été encore une fois une clinique pour Dvalishvili. Comme à chaque combat, on dirait à chaque combat, il réussit à amener son jeu une coche plus haut que le combat précédent. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Pour Corey Sandhagen, je pense que là, c'est de recommencer. On retourne à la file d'attente, si on veut, pour revenir à un match pour le titre. Il va falloir qu'il reprouve à tout le monde que c'est l'un des meilleurs dans la catégorie des poids coqs. Je pense que pour Sandhagen, c'est vraiment ça. Du côté de Dvalishvili, la vraie question, en fait, pour lui, c'est qui sera en mesure de lui tenir tête? Parce que, honnêtement, selon moi, je pensais que Sandhagen aurait été la personne qui aurait pu tenir tête à Dvalishvili, puis ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai vraiment l'impression que Merab pourrait rester champion pendant très très longtemps, parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est capable de lui arriver à la cheville et de le détrôner. Pour vrai, ce combat, il a été aussi un autre succès, disons. Dvalishvili, c'est vraiment le fun de le regarder, honnêtement. C'est une petite boule. Une petite boule de cardio, honnêtement. C'est comme Étienne a dit, pour de vrai, je sais pas qui va être capable de le battre. Je sais pas c'est qui le prochain sur la liste. Il a quasiment combattu le top 5 déjà, donc je sais pas qui va être capable de l'affronter. Est-ce que ça va être encore Sean O'Malley? Un petit troisième combat, Dvalishvili, Sean O'Malley. On n'a aucune idée, mais vraiment, Dvalishvili, chapeau, c'est un gros champion. D'après moi, il restera champion jusqu'à sa retraite. Mais ce qui est pour Corey, il va refaire la file, comme Étienne a dit, malheureusement. Il avait sa chance, malheureusement. Ça a été un peu plus difficile qu'il le pensait, parce que, comme j'ai dit, Dvalishvili, c'est... Même après le combat, il était en train de faire sa petite danse dans le backstage, je veux dire. Vraiment une petite boule d'énergie, ce monsieur-là. On sait déjà que le prochain adversaire de Dvalishvili, ça va être Peter Yan, l'ancien champion. Ça risque d'être très intéressant comme combat. Peter Yan, de 1, a jamais été fini et très difficile à amener au sol. Ce que Dvalishvili fait très bien contre tout le monde. Et on se rappelle, contre José Aldo, on avait dit que ça va être difficile, il ne pourra pas l'amener au sol. José Aldo a une défense excellente. José Aldo avait défendu, mais il avait quand même perdu le combat parce que Dvalishvili était tout le temps sur lui à mettre de la pression. Donc ça va être vraiment intéressant de voir avec Peter Yan ce qui va arriver.
Puis si on regarde dans les classements des poids coqs, il y a Sean O'Malley qui est encore là. Je pense que pour lui, pour revenir à un title shot, il va falloir qu'il prouve quelques petits trucs. Omar Nurmagomedov, lui, a perdu déjà contre Valishvili. On l'a pas revu depuis. Sanagan vient de perdre. Song Yadong, on sait pas trop s'il pourrait venir pour le titre. On a Davidson Figueiredo, Marlon Vera qui vient de perdre lors du dernier gala UFC Fight Night. Donc ça commence à être très intéressant de voir que il y a plus beaucoup de combattants dans le top 10 qui n'ont pas déjà affronté Valishvili et qu'ils ont déjà perdu. Si on regarde les positions 8 à 10 maintenant, on a 2 personnes qui pourraient peut-être être dans le futur des title contenders. Le 8e au classement, c'est Mario Batista, qui, lui, pourrait être très intéressant. Ayman Zahabi, lui aussi, rendu 9e, qui a d'ailleurs battu Marlon Vera lors de dernier Fight Night. Donc, il va monter de classement. Donc, lui aussi, ça pourrait être intéressant. Un Canadien, d'ailleurs. Et au 10e rang, c'est Henry Cejudo, mais je pense pas que la UFC a en tête de mettre Henry Cejudo à rendu, où ce qu'il est rendu maintenant, dans un title picture. Donc, vraiment, ça va être intéressant de voir probablement avec Peter Yan. Puis ensuite, Mario Batista, Ayman Zahabi, ou sinon de redonner encore une chance à un des combattants qui a déjà affronté Valishvili, mais sans succès. Et pour le combat principal du UFC 320, c'était Magomed Ankalaev, le champion des light heavyweight, qui affrontait Alex Poatan Pereira dans un match revanche, dont le titre du UFC 320, Ankalaev contre Pereira 2. Donc, leur dernier combat, c'était le 8 mars 2025. Ankalaev, lui, avait gagné par décision. Donc Pereira n'avait pas été knocked out, il n'avait pas été soumis non plus, c'était par décision. Donc ça parlait qu'il y allait avoir évidemment un match revanche et Alex Pereira, encore une fois, montre que c'est potentiellement le John Jones 2.0 du UFC, si on veut. En tout cas, dans la catégorie light heavyweight, vraiment extrêmement dur à battre. Ça a été 1 minute 20 de combat pour le combat principal. Ankalaev, il n'a rien pu faire, pas du tout. Alex Pereira, quand il commence à dominer en début de ronde, vraiment, il n'y a plus rien à faire. C'est vraiment la touche Pereira, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, le kickboxing de Pereira est vraiment un des meilleurs au monde. Donc Pereira, lui, qui non seulement améliore sa fiche à 13 victoires, 3 défaites, 0 no contest, mais redevient champion en plus des light heavyweight. Donc vraiment excellente performance pour Pereira dans ce main event. Et juste pour le plaisir, je vais vous dire aussi le ranking, parce que évidemment la question, comme pour le dernier combat dont on a parlé, c'est important de dire Pereira, c'est quoi la suite? Et aussi pour Ankalaev, qui lui, en ce moment, est à égalité au premier rang des light heavyweight avec Jiří Procházka. Procházka, lui, a déjà été battu par Alex Pereira. Donc, est-ce que Procházka sera le prochain à affronter Pereira? Probablement. Et en dessous de ces deux-là, on a Carlos Holberg, on a Jan Blachowicz, on a aussi Khalil Rountree Jr., qui a été parmi ceux qui ont participé au UFC 320. Tu as Jamal Hill au 6e rang. Tu as aussi Alexander Rakic au 7e rang. Et Dominic Reyes au 8e rang, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de bons challengers dans cette liste-là, mais évidemment, les noms qu'on retient, c'est Rakic, Holberg et Ankalaev, mais surtout Procházka. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment Procházka qui pourrait être le prochain à affronter Pereira. Leur dernier combat à eux, c'était le 29 juin au UFC 303, qui était aussi un match revanche. Dans ce qu'on aurait un troisième combat. Ce sera à voir. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du combat et qu'est-ce que vous pensez de votre point de vue? Ça va être quoi la suite pour les deux? Moi, je pense que ça a été vraiment une clinique
de la part de Pereira qui a démontré à tout le monde que vraiment, lors du premier combat entre les deux, il allait vraiment pas bien. Il avait dit qu'il était pas bien, il avait dit qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec lui. Puis, ça avait été difficile le premier combat. Celui-là, ça a été vraiment du Alex Pereira tout craché. Dès que l'arbitre a dit le go, Pereira a tout de suite foncé sur Ankalaev, puis ça n'a pas été trop long. 1 minute 20, ça a été la victoire. Je pense que, honnêtement, Alex Pereira, maintenant, est vraiment le pound for pound numéro 1 de la UFC. Je pense qu'il a détrôné un peu John Jones, et ça va être vraiment excitant, et c'est très excitant de voir ce qu'Alex Pereira a réussi à faire en vraiment pas beaucoup de temps. Depuis son arrivée dans la UFC, c'est vraiment extraordinaire. Pour ce qui est maintenant de ce qui va arriver par la suite, ça va être vraiment intéressant. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un combat entre Prohaska et Ankalaev pour savoir qui reprendrait Alex Pereira, puisqu'ils sont les deux ex-aequo, si on veut, dans le classement. Carlos Ulberg, pour moi, pourrait être quelqu'un qui pourrait commencer à être intéressant pour affronter Alex Pereira, en même temps de faire le match Prohaska-Ankalaev. Donc, ça serait très intéressant. Il y a toujours Jan Blachowicz qui est encore dans le classement. Toujours dangereux, vieillissant. Il vient de refaire une opération pour ses 2 épaules. Donc, on va voir quand est-ce qu'il va revenir. Ça reste pour moi les options, je pense, pour le moment. Rountree, Jamal Hill, ça a été des défaites contre Pereira. Je suis pas sûr. Surtout pour Rountree, ça a été très violent. Je suis pas sûr qu'il veut se réessayer maintenant. Pas du calibre de Pereira, selon moi. Pour les autres, il reste encore des preuves à faire. Donc, pour moi, c'est vraiment un match Prohaska-Ankalaev pour voir qui affrontera le champion. Et pendant ce temps-là, soit Ulberg ou Blachowicz contre Pereira pour le titre. Ça pourrait être très, très excitant. Pour moi, le combat principal, honnêtement, je savais que Pereira allait sauter sur Ankalaev comme ça. Le dernier combat, comme Étienne a dit, il disait qu'il était malade, qu'il se sentait pas bien, mais puis qu'il l'a quand même fait. Malheureusement, ça l'a donné une défaite, mais il est juste revenu plus fort. Donc, pour lui, c'était une leçon. Ok, j'ai été malade, j'ai quand même fait mon combat, je l'ai perdu. Je vais juste venir le reprendre le prochain match. Il a eu son rematch, il l'a repris. Il a fait sa job. Puis un KO en 1 minute 20. Le total de frappes, 28 sur 45. Frappe significative, 28 sur 45. Ça veut dire qu'il a eu le temps de frapper 45 fois en 1 minute 20. Je veux dire, c'est quand même... non, lui, il voulait avoir sa ceinture. Puis pour tous les combats qu'il a fait l'an dernier aussi, je veux dire, il méritait de revoir sa ceinture. Puis il méritait ce match aussi rapidement. Donc... Pour ce qui est de la UFC, ils ont bien fait d'y redonner une dernière chance. Puis il l'a eu. Donc, puis comme Étienne a dit, c'est un peu intéressant. Je pense vraiment que Prohaska contre Ankalaev, avant qu'ils viennent sur Pereira, les deux, parce que les deux ils ont déjà une défaite contre Pereira. Donc ça aussi, je trouverais ça vraiment intéressant. Mais moi, j'aime bien Pereira. Donc je suis vraiment contente qu'il ait eu sa ceinture. Puis Ankalaev, next time. Maybe next time. The fuck, Nick? Allons-y rapidement avant de finir cet épisode de quelques combats des 2 derniers UFC Fight Night. Premièrement, le Fight Night Oliveira contre Gamrot. Le combat qui nous intéressait vraiment, c'est bien sûr le combat principal entre Charles Oliveira et Mateusz Gamrot. Ça pourrait être un combat dans les poids légers important pour déterminer qui va finir par aller pour le titre. Et Charles Oliveira a réussi à remporter ce combat par soumission au round 2 à 2 minutes 48. Une grosse victoire et une victoire très importante pour Do Bronx. Qu'avez-vous pensé de ce combat-là? Pour moi, ce combat, il a été vraiment intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui adore Charles Oliveira aussi. Gamrot, il est très bon. J'ai rien à dire sur ce combattant-là, mais c'était la soirée pour Oliveira à Brésil en plus. Donc, c'était vraiment sa victoire. Puis aussi, j'avais vu un peu sur les réseaux sociaux que après sa défaite contre Ilia Topuria, on dirait qu'il
il paraît qu'il voulait plus rien savoir de se battre. Il était totalement triste, quasiment en dépression. Donc, je suis vraiment contente que cette victoire est arrivée parce que là, ça lui a donné un peu plus de momentum. Donc, il ne lâchera pas. Puis, qu'il lâche pas parce qu'Oliveira, c'est vraiment un bon combattant. Puis il est vraiment bon. C'est extrêmement important vraiment de rebondir face à la défaite. Pour Charles Oliveira, ça a été quand même une défaite assez crève-cœur, je peux le dire ça, face à Ilia Topuria au UFC 317. Ça a été un KO de Topuria face à Oliveira, vraiment à 2 minutes 27 du premier round. Vraiment, donc Topuria, premièrement, est 17-0 en ce moment. Donc, une question qu'on peut se poser aussi dans l'avenir, c'est qui va le battre. Bref, pour Charles Oliveira, ça a vraiment été une défaite crève-cœur. Donc, je suis très content qu'ils aient pu se remonter et qu'ils ont pu, non seulement à un UFC Fight Night, combat principal, opportunité pour lui de remonter, c'est fait. Au deuxième round, une belle soumission. En plus de ça, améliore son dossier à 36-11. Donc, vraiment, un excellent combattant. Un gars vraiment, j'aime aussi son charisme, beaucoup de charisme. Il aime son pays et je pense qu'il est vraiment retombé en amour avec le UFC, le combat, comme ça. Donc, hâte de voir ce qu'il va pouvoir amener pour le futur. Et maintenant, on va parler des Canadiens qui sont combattus dans le Fight Night des Raiders contre Allen à Vancouver en fin de semaine. Le premier combat de la carte principale, c'était Kyle Nelson qui affrontait Matt Frevola. Et ça a été remporté par le Canadien Kyle Nelson par décision. Le deuxième combat de cette carte, ça a été tout un combat et toute une performance de Charles Jourdain qui affrontait Davy Grant. Charles Jourdain a remporté le combat par soumission au premier round après un merveilleux coup de genou bien placé directement sur le nez de Grant. Ça a été toute une performance de la part de Charles Jourdain. Manon Fiorot qui affrontait Jasmine Jasdevicius. Et Manon Fiorot a remporté le combat par KO au premier round après 1 minute 14 seulement. Ayman Zahabi a remporté son combat par décision face à Marlon Vera. Très important pour le classement des poids corps, comme on en a parlé un peu plus tôt. Du côté des poids mi-moyens pour le combat co-principal, c'était Kevin Holland qui affrontait Mike Malott. Normalement, le meilleur Canadien présentement dans la UFC. Et Mike Malott a remporté une très très grosse victoire face à Holland par décision. Très très important pour Malott cette décision-là, qui va peut-être faire en sorte que ça va le propulser à d'autres niveaux dans les cartes UFC prochainement. Peut-être même un combat principal qui pourrait s'amener pour lui grâce à cette grosse victoire. Et Brandon Allen a réussi à battre par KO au round 4 Rainer des Raiders qui était plus capable de combattre après le round 4. Donc ça a été un KO technique si on veut de la part de Brandon Allen. Mais une grosse performance des Canadiens sur cette carte. Je veux vous entendre surtout sur Charles Jourdain et son coup de genou. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous pensez de Charles Jourdain? Moi, honnêtement, ce combat-là, il a été juste magique. Ça a été, je pourrais dire, un des meilleurs combats qu'il y a eu ce samedi. Charles Jourdain, honnêtement, c'est pas que je croyais pas en lui, mais moi, je trouve que Davy Grant il est un peu meilleur, disons. Mais vraiment, quel coup de genou pour se rendre à cette soumission-là. Vraiment, je me suis levé debout pour voir tellement que c'était intéressant. Vraiment, quel combat. Pour Charles Jourdain, juste pour vous donner des petites statistiques, son record professionnel, donc non amateur, en 26 matchs, c'est 17 victoires, 8 défaites. C'est quand même assez bien. C'est 8 victoires par KO, 7 par soumission et seulement 2 par décision. Pour les défaites, c'est 1 par KO, 1 par soumission et les 6 par décision. Donc ça vient dire que Charles Jourdain, lorsqu'il performe pour les KO et les soumissions, c'est vraiment là
il est le plus victorieux, évidemment. C'est vraiment quand c'est par décision que c'est défavorable pour lui. 6 défaites contre 2 victoires seulement. Et lui, ça va quand même assez bien. Ça a été 2 défaites face à Sean Woodson et Jean Silva avant ces 2 prochaines victoires qui ont été contre Victor Henry. Aussi par soumission, guillotine choke. Et évidemment, celle de Davy Grant par guillotine choke, encore une fois. Donc vraiment, 2 victoires de suite. 17-8-1, c'est quand même assez bien, oui, parce qu'il y a eu un match qui a été qui était un draw, en fait. Et dans ces 2 victoires-là, ça a été Bantamweight, son début dans la Bantamweight Division, et aussi, pour deux fois de suite, à ces 2 dernières victoires, Performance of the Night. C'est quand même assez bien. En plus d'être un bon petit Canadien, ça fait vraiment du bien d'avoir un bon Canadien qui performe bien comme ça. Donc, vraiment, chapeau ici à Charles Jourdain. 2 fois de suite, Performance of the Night. Ça arrive pas toujours et ça arrive pas surtout à tout le monde. C'est ce qui va mettre un terme à cet épisode. Merci encore une fois tout le monde pour votre écoute. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti. On vous revient avec un nouvel épisode. Cette fois, ça sera sur le hockey. Merci et bonne soirée.